Moi, je suis Claude. Enlever de la lumière. Et toi, tu te présentes? Moi, c'est Jessica. Parfait. Alors, on peut passer déjà à la prochaine diapositive. Là, c'est correct? OK. On peut passer à la prochaine diapositive qui va présenter les objectifs de notre présentation. Donc, la première objectif qu'on veut répondre à travers la présentation, c'est de vous parler des principales raisons qui vont pousser les gens à aller vers le milieu des résidences. Et je fais déjà une parenthèse, nous, on travaille avec les résidences du secteur privé uniquement. On ne travaille pas avec les résidences qui sont sous gouvernance du public, là, qui sont référées par les travailleurs sociaux, des CLSC, des hôpitaux. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Et le deuxième objectif, c'est de comprendre les services, les différents services qui sont offerts en résidence et versus aussi, on va faire un petit saut de puce dans les services à domicile également. Et le troisième objectif, c'est de comprendre les caractéristiques du crédit de maintien, du crédit d'impôt maintien à domicile. Donc, on va se partager ça. Est-ce que tu veux faire la prochaine? OK. Je pensais qu'on était dans... J'avais comme oublié, ça y est. Mais je peux en parler si tu veux. Oui, je vais parler. Okay. J'avais comme juste l'autre contact. En fait, je peux en parler parce que je me prétends l'aînée des conseillères en hébergement chez Vis-à-vis. Ça fait 16 ans que j'accompagne les clients à travers leur recherche de résidence. Et aussi, Vis-à-vis, on est une compagnie qui est là depuis 1988. Donc, on est présent dans plusieurs régions du Québec. Et également, on couvre une partie de l'Ontario également. Donc, on est vraiment plusieurs conseillers, conseillères dans différentes régions. Fait que si vous avez des proches dans d'autres régions, n'hésitez pas à parler de nous, parce que notre mandat, c'est vraiment d'aider les clients et leurs familles dans la recherche de résidence. Donc, de faciliter le processus, parce qu'on connaît les résidences, on connaît les services qui sont offerts également. Et avec nos années d'expérience, on connaît aussi les différents types de problèmes de santé qu'on rencontre et quels sont les soins qui peuvent être offerts ou palliés dans les résidences. Donc, notre service est vraiment aidant. On facilite grandement la recherche. Dans le sens que si jamais vous regardez pour une résidence par vous-même, vous allez regarder beaucoup plus de résidences que nous, on va regarder. Parce que comme on les connaît, quand on a le profil de nos clients, après, c'est facile pour vous de faire des liens, puis d'arriver à dire, OK, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Donc, vous en visiterez peut-être pas 20 pour trouver la bonne résidence. Donc, j'ai-tu résumé là-dessus? Oui. Ce qui manquait là-dedans, c'est qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, des CLSC et des hôpitaux. Eux autres apprécient grandement notre travail parce que quand ils ont des clients, ils vont nous appeler pour qu'on puisse les aider justement. Et collaboration, ils nous donnent aussi un profil des besoins. Fait que nous, dans le fond, on va guider. Ce que je veux vous dire aussi au niveau de la démarche, c'est là? Non. OK. Ça a changé. OK. Est-ce que tu veux continuer? Ben, c'est ce qui me restait à vous dire. Excusez-moi. Donc, notre service est un service qui est gratuit. C'est important de le comprendre parce que dans le fond, si vous faites appel à nos services, c'est pas vous qui allez payer pour nos services ou c'est pas la famille qui va les payer pour nos services ou c'est pas l'aîné qui va payer pour nos services. Nos services sont gratuits dans le sens que c'est les résidences qui prennent, excusez-moi, qui prennent des ententes avec vis-à-vis pour des ententes de référencement. Donc, quand on accompagne des clients dans la recherche de résidence, ça se peut qu'on en fasse visiter 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut arriver qu'on en fasse plus aussi, parce que si les gens ont des secteurs vraiment grands, ça se peut qu'on en fasse un petit peu plus. Mais c'est la résidence sélectionnée qui s'occupe de verser l'honoraire à vis-à-vis. D'où l'importance de savoir que c'est gratuit pour vous et il n'y a pas de passe cachée. Il n'y a pas de frais cachés dans les loyers. Dans le sens que si moi je fais la démarche pour mes clients, bien, ça va être le même prix que si vous faites les démarches que vous allez payer de loyer. Ça, c'est important de le comprendre. C'est bon? Alors, Jessica, t'es bonne pour la suite? Donc, principalement, les
deux problématiques qu'on peut retrouver. M'entendez-vous? Oui. OK. Donc, quand on se retrouve à avoir des problèmes de santé, généralement, on les divise en deux catégories, problèmes cognitifs, problèmes au niveau de la mobilité. Donc, une fois qu'on est rendu là, c'est qu'on a fait ce constat-là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on demeure à la maison, mais qu'on essaie d'amener des services pour nous aider, ou on va essayer de se trouver un nouveau milieu de vie qui va correspondre, dans le fond, à nos besoins. Peut-être coller ton micro. Un petit peu plus proche. Ah, tu parles. Non, la prochaine. Parfait. Je pense qu'on peut aller tout de suite à la prochaine. Parfait. Donc, si vous décidez de rester, dans le fond, à la maison, c'est sûr qu'il faut, ici, dans le fond, ben, on parle tout de suite que vous avez normalement en nom. Oui, ça donne ça, mais pas ici. Ben, peut-être, moi, si je suis Ben, en fait, dans la région de Montréal, oui, pour c'est ce ça. service-là, je ne veux juste pas dire n'importe quoi. Donc, au niveau du service à domicile, c'est quand, chez Vis-à-vis, on a comme le côté conseil en hébergement, qui est nous, Jessica et les autres conseillères en hébergement, mais on a aussi le volet maintien à domicile. C'est sûr qu'actuellement, ils sont plus concentrés dans la région de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Leur intention, c'est d'avoir aussi ce service-là dans des régions un peu plus comme ici ou Québec ou quoi que ce soit. Là. Donc, ils travaillent fort à trouver des gens qui peuvent être des proches aidants ou avec des certifications de préposés aux bénéficiaires pour venir donner du service à domicile. Parce qu'on a le choix, hein, quand on grandit en âge, si on peut dire, d'avoir des services et de continuer de demeurer à la maison. C'est sûr que c'est des frais qui sont payants. De façon générale, si je vous donne le topo, c'est qu'on doit s'engager pour un bloc de 3 heures, ou non, 3 fois un bloc de 4 heures par semaine pour pouvoir avoir le service de vis-à-vis. Et je sais qu'ici, même en région, vous avez des agences qui vont offrir aussi ce service de soins-là à domicile. Donc, le service de soins à domicile, c'est vraiment pour vous permettre de continuer à vivre chez vous. Moi, je dirais, quand on pense au service de maintien à domicile, de rester chez soi, regardez la sécurité. Moi, je me dirais, la question à se poser, est-ce que je suis encore sécuritaire de demeurer chez moi? Est-ce que, en demeurant chez moi, je suis capable de circuler sans qu'il y ait une chute? Est-ce que je suis capable de me lever, sortir du lit toute seule sans qu'il y ait quelqu'un? Si la réponse à ces questions-là sont non, c'est là qu'on peut aussi regarder pour aller vivre en résidence. Parce que dans le fond, le plus que je peux demeurer longtemps chez nous, je m'entends souvent les gens dire, ben moi, je veux demeurer le plus longtemps possible dans mon chez-moi. Je ne veux pas déménager. OK? Si ça peut être fait, là, oui, vous allez aller chercher des ressources à l'extérieur pour vous aider. Même le CLSC va offrir de l'aide pour que vous restiez le plus longtemps possible à la maison ou que vos proches restent le plus longtemps possible à la maison. Mais à partir du moment, c'est quand on se dit, OK, quand est-ce que je vais aller vivre en résidence? Bien là, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs. Tu sais, pour moi, d'aller vivre en résidence, ça va être possiblement parce que je ne peux plus me faire à manger. Parce que j'adore aller au restaurant. Donc, ça peut être une des raisons qui va faire en sorte que je vais y aller plus rapidement. Il y a des, excusez-moi, il y a des gens qui sont très autonomes, qui veulent aller vivre en résidence pour la vie sociale. Parce qu'à la maison, c'est rendu lourd de vivre tout seul, on ne parle plus à grand monde, on voit la télévision, puis il y a moins d'interaction sociale. Donc, ça peut être une des raisons qui va faire en sorte que je veux aller vivre en résidence. Il y en a d'autres qui veulent aller en résidence pour l'aspect sécurité. Donc, la résidence, il n'y a pas personne qui rentre comme on veut dans la résidence. Il y a un code. Bon, ça peut être quelque chose qui est très important aussi. Il y en a d'autres qui veulent aller vivre en résidence parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu de soins. Donc, la distribution de médicaments, ils veulent avoir un repas par jour à la salle à manger, ils veulent avoir une petite assistance au niveau du ménage, du lavage. Donc, c'est tous des petits services qui peuvent s'ajouter comme ça. Il y a multiples raisons qui peuvent faire qu'on va aller en résidence. Donc, pour briser l'isolement, pour socialiser, pour avoir des services, pour avoir plus de sécurité. Donc, grosso modo, ça peut être pas mal ça. Je ne me fie pas nécessairement à ce qui est là. Je voulais juste apporter une petite précision. Dans le fond, comme on dit, c'est de rester à la maison le plus longtemps possible. C'est bien, on peut rajouter des services. Sauf que
ce que je remarque souvent, c'est que quand les gens attendent trop longtemps, puis ils disent OK, là, c'est beau, je vais aller en résidence, mais qui ont attendu d'être vraiment en termes d'autonomie avancée, ils s'attendent à avoir droit à un bel appartement autonome. Non. Si on attend, c'est correct, il y a pas de. C'est pas parce que c'est pas bien, mais il faut être conscient que si on reste vraiment jusqu'à la limite de nos capacités à la maison, les choix qui vont s'offrir à nous après en résidence sont plus limités. Donc, on va avoir besoin d'aller sur des unités de soins, plus d'encadrement. Le gros Club Med avec l'appartement, tout ça, c'est moins envisageable. Si c'est des choses que vous envisagez, ben juste de ne pas attendre trop longtemps avant de faire ce saut-là, parce que vous allez vous retrouver dans un contexte qui est plus encadrant. À ce moment-là, si vous étirez vraiment d'attendre que ça soit limite dangereux à la maison. C'est ça. Et si en plus on ne connaît pas le milieu des résidences, tu sais, des fois on peut avoir des idées préconçues de la vie en résidence. Parce que supposons que j'ai vu, moi, ma grand-mère dans une résidence, puis c'était pas nécessairement Jojo, c'était plus un milieu style hospitalier. Ça se peut-tu que j'ai associé le mode de vie en résidence comme un milieu hospitalier, puis c'est pas ça que je veux. Mais il y en a vraiment une multitude de types de résidences également. Fait que des fois, quand on s'ouvre un peu à l'horizon d'aller vivre en résidence, ben, on peut s'apercevoir, ah ben finalement, c'est ça. Je peux avoir mon appartement, ou je peux avoir un petit studio, ou je peux avoir telle autre affaire. OK, là, ça nous donne des vraies réflexions à penser. Tu sais, souvent dans les familles qu'on accompagne, ben, des fois, on travaille avec des familles, les enfants aimeraient que les parents aillent en résidence, et les parents aient une certaine réticence, qu'on va aller faire une évaluation de type, puis on parle avec la famille. Un de mes objectifs, c'est d'amener les parents à venir voir le milieu pour qu'on puisse penser à la bonne chose. Tu sais, parce que là, on va avoir nos propres références. Ça ne sera plus nos souvenirs qui vont venir nous parler de ce qu'on a vu de nos grands-parents en résidence. OK? Fait que ça, c'est important aussi. J'avais d'autres choses que je voulais dire. Ce que tu as lu, que je l'ai fait. Ça va venir, c'est comme un oiseau. C'est par rapport aux soins. Ok, mais ça va me revenir. Fait que je vais juste regarder ce qu'on a resté à la maison. Oui, c'est ça, parce que dans les soins, je suis allée un petit peu plus vite là-dessus. J'avais juste une autre petite précision aussi. C'est encore plus vrai en ce moment, mais tu sais, comme on dit, bon, attendre de rester à la maison le plus longtemps possible. Il y a l'autre enjeu aussi que je suggère toujours aux gens de commencer le magasinage avant d'être rendu au jour où on a besoin de déménager parce qu'il y a une pénurie. Les places se font quand même rares, puis souvent il y a de l'attente. Fait que si on arrive puis ça nous prend une place demain matin, on risque d'avoir à prendre la première place du bar, puis c'est un peu moins le fun. Fait que peut-être c'est ça, d'être plus prévoyant dans vos démarches qui peuvent attendre là, d'être dernière minute parce que il manque de place. Il y a beaucoup de. Puis les milieux sont très ouverts à nous faire visiter en cours de route, même si ce n'est pas pour le mois prochain. Tu sais, ils sont conscients de la réalité de la région, des résidences, des disponibilités, mais des besoins des aînés aussi. Fait qu'ils vont nous faire visiter. Fait que d'être proactif par rapport à ça, effectivement, c'est très aidant parce qu'actuellement, il y a une saturation dans le marché, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de résidences qui ferment, si vous avez dû remarquer, là, avec tout ce qui ferme. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait un entonnoir, puis là, tout est comme plein. Il y a du roulement, évidemment, ça finit par bouger, mais juste de ne pas. Des fois, on a des gens qui nous appellent, oui, je veux un 4,5, je veux déménager le mois prochain. Ça risque de prendre plusieurs mois là, avant qu'on ait quelque chose d'accessible, donc juste pas être aux dernières minutes. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens doivent se mettre sur une liste d'attente? Ça va arriver, oui. OK. Puis, advenant le cas, parce que, par exemple, les gens se mettent sur une liste d'attente, mais ils ne sont pas prêts. Quand la place, on peut dire non, puis après ça, on demeure sur la liste d'attente. Puis, OK. On ne se retrouve pas au bas de la liste. Mettons, je ne sais pas, Mme Dagenet n'est pas prête, on va passer à Mme Turcotte. Puis après, si Mme Dagenet n'est pas prête, mais l'autre appartement, 2 mois plus tard, elle est prête, bien, on va rappeler Mme Dagenet. C'est ça, de façon générale, qu'ils vont faire les résidences. Ils passent au suivant, mais on garde notre liste, notre nom au niveau où on était rendu. C'est pas qu'on n'est pas prêt, mamie, ils vont nous démarquer de la liste.
Mais ici, je ne sais pas si vous avez pu le lire, parce que c'est vrai quand même un petit peu loin, là, les types de services à domicile qui peuvent être faits. C'est sûr que ce soit le CLSC ou des gens d'une agence, ils peuvent venir faire une assistance à l'aide à l'habillement qu'on va appeler. Ils peuvent venir faire une assistance à l'aide à l'hygiène, que ce soit l'hygiène complète. Quand on parle d'hygiène complète, c'est l'aide au bain, l'aide à la douche. Ça peut être aussi l'aide à l'hygiène partielle. Donc, on peut faire des rappels pour les gens, surtout qui ont des pertes cognitives. Ça peut être des rappels, bon, de brosser les dents, de changer les vêtements le soir pour aller se coucher, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui peuvent dormir avec les vêtements quand on se peut changer ou des choses comme ça. Fait que ça peut être des choses qui peuvent être faites pour le maintien à domicile. C'est sûr que comme on disait tantôt, plus la maladie progresse, spécialement la perte cognitive, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme plus important d'avoir une belle supervision pour garder la personne active puis la garder dans ses acquis. Quand on est en perte physique, comme la maladie de Parkinson aussi, c'est bon de pouvoir envisager c'est quoi les ressources qui peuvent être aidantes pour moi à la maison, comme les ressources qui peuvent être aidantes pour moi en résidence. Tu sais, d'avoir des appartements qui sont faciles d'accès pour les marchettes parce que c'est quand même adapté, là. Les marchettes, il y en a qui sont adaptés pour les fauteuils roulants aussi, donc c'est important de pouvoir voir ça. Nous, quand on fait l'évaluation de nos clients, on va venir calibrer au niveau du besoin de santé, mais au niveau du besoin d'assistance dans nos activités de vie quotidienne qu'on appelle, donc bain, douche, déplacement, la gestion de médicaments, c'est toutes des choses qui peuvent être faites aussi. Donc, on peut passer à la suivante. Bon, c'est là que j'ai commencé tantôt à ouvrir. Donc, habituellement, quand on va offrir des soins d'assistance par une compagnie d'assistance à la maison, calculer en moyenne un 35 de l'heure, mais ils vont souvent demander, comme chez nous, on demande un bloc de 4 heures, 3 fois par semaine. Donc, ça veut dire 12 heures, 12 fois 35, ça vous donne un aperçu. C'est sûr que qu'est-ce qui est offert par les agences dans des accompagnements à la maison, c'est aussi admissible au crédit d'impôt pour maintien à domicile parce que c'est un service qui vous est offert. Donc, vous gardez les reçus, mais moi, je vous dis, consultez votre comptable ou votre fiscaliste, puis c'est eux autres qui vont vous indiquer la meilleure façon, la meilleure marche à suivre pour aller réclamer votre crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, on va le voir un petit peu plus loin, c'est une forme d'allocation qui est offerte par le gouvernement parce que vous utilisez des services. OK? C'est la même chose quand on va en résidence. C'est bon? Je te laisse aller. Ben, c'est un peu, je pense qu'on a comme déjà parlé un peu de ça, là, mais on va juste un petit résumé. C'est bon. Bon, ben, dans le fond, si on résume un petit peu ce qui est indiqué là, c'est sûr que de prendre la décision d'aller vivre en résidence, ça reste une décision très importante, quand même une grosse étape. Souvent, on espère aussi que ça va être notre dernier déménagement, tu sais, que ça va être la destination, puis après ça, c'est terminé. Fait que c'est sûr que nous, on va essayer de vous aider des fois à relativiser un petit peu aussi par rapport au stress que ça va engendrer, par rapport à des fois aux petites choses qu'on doit penser aussi en parallèle, tu sais, pour organiser un déménagement, tout ça. C'est pas mal ça, là. Le reste, on en a parlé. Comme on est un service gratuit aussi. Puis que, un peu comme ce que ma collègue disait tout à l'heure, c'est que le fait de travailler avec une conseillère, ça permet vraiment de créer comme un effet entonnoir, puis d'éviter de s'éparpiller dans des endroits où nous, on sait d'abord que vous ne cadrez pas là pour X raisons. Question de budget, état de santé ou autre. Fait que ça permet de cibler vraiment les milieux qui sont potentiellement intéressants en fonction de vos besoins et de votre réalité. Ça aussi, on a parlé, se sentir en sécurité, le besoin au niveau des soins et tout ça. Ça, on a parlé aussi pour faire économiser du temps et de l'énergie dans votre recherche. Ce qui est important, c'est tout au long du processus. J'ai des clients, là, croyez-moi. J'ai une famille avec qui j'ai commencé à travailler à Montréal il y a 5 ans. OK? J'ai commencé à travailler avec la personne. En fait, c'est un couple. Il y a une dame qui a la sclérose en plaques.
Donc, on a fait un court séjour dans un premier temps, il y a 5-6 ans, je pense que ça fait plus que ça, 5-6 ans. Après ça, elle a subi une intervention chirurgicale au niveau du bras, de l'épaule. Elle a dû retourner en résidence l'été passé, en juillet. Et là, ils viennent de signer leur bail pour le mois de mai. Donc, un bail dans un appartement autonome, dans une résidence. Mais, tu sais, ça a été un accompagnement qui a été long. Donc, c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'il faut que ça se fasse comme ça en claquant des doigts pour le mois prochain. Ça peut, c'est sûr, là, je vous donne un cas particulier qui a duré beaucoup plus longtemps dans le temps, mais on ne sait jamais, comme j'ai travaillé avec des gens dans 5 niveaux d'hébergement différents. Tu sais, fait que, ils aiment le service, mais on a besoin d'un peu plus d'encadrement. Ils nous rappellent, on va déménager, on rappelle, on va déménager. Donc, ça peut aussi se faire au fil du temps comme ça. Puis donc, qu'est-ce que c'est qu'une RPA? Oui. Je ne sais pas que je ne dis pas n'importe quoi. Là. Dans le fond, quand on dit RPA, ça veut dire résidence privée pour aînés. Donc, nous, on travaille vraiment avec ceux qui sont accrédités aussi. Tu sais, parfois, il y a des petites résidences qui ne sont pas nécessairement accréditées, qui disent résidences où nous, on ne peut pas travailler avec ces endroits-là. On ne peut pas non plus travailler, comme ma collègue disait, avec tout ce qui est public. Tu sais, donc, CHSLD, ressources intermédiaires publiques, tout ça, on n'a pas accès à ça. Dans le fond, les résidences, on peut aussi les séparer en 4 niveaux, dans le fond, de soins. Donc, fait que une résidence qui va être cotée 1, ça va être vraiment pour personnes autonomes. On va avoir des petits services de base, entretien ménager, des choses comme ça, mais ils ne viendront pas vous aider avec les soins d'hygiène ou des soins un peu plus précis. Après ça, on peut aller à la catégorie 2, 3, 4. Et dans le fond, plus on augmente la catégorie de la résidence, plus il y a de services offerts. Plus d'encadrement, plus... donc, c'est important en fonction, comme on dit, de ne pas s'éparpiller. Si vous êtes en perte d'autonomie, on ne perdra pas notre temps à aller dans des résidences de catégorie 1 qui ne vous conviendront pas. On va s'en tenir à ceux qui leur conviennent. Bon, là, ici, on a parlé tantôt un petit peu du secteur public, secteur privé. Donc, le public, c'est vraiment quand on dit ressources intermédiaires, c'est comme souvent un petit peu l'étape avant le CHSLD. Moi, j'ai mal dedans, hein? Donc, la personne, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est en perte d'autonomie, peut-être pas encore assez avancée pour être localisée au niveau d'un CHSLD, mais elle ne peut plus demeurer chez elle. Donc, on s'en va vers une ressource intermédiaire. Pour aller dans ces 2 types de résidences-là, c'est vraiment le réseau de la santé qui s'occupe de ces démarches-là. Pour ce qui est du secteur privé, bien là, c'est sûr qu'il y a différentes aussi. On a parlé des catégories, c'est 1, 2, 3, 4, mais on peut avoir des résidences plus de type familial. Donc, souvent, on va avoir environ 12 personnes et moins dans ce genre de résidence-là. On peut avoir aussi des chambres et pensions. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas des appartements. C'est vraiment un concept, on est en chambre, nos 3 repas sont inclus, service aux besoins. Il y a aussi les résidences pour personnes aînées autonomes. Ça va être souvent ce qu'on va voir, les gros bâtiments. Le VU, les sélections, ces choses-là. Généralement, c'est plus autonome avec des services à la carte. Il y a des résidences aussi qui sont plus semi-autonomes, où là, on appelle ça plus souvent une unité de soins. C'est comme plusieurs chambres regroupées auprès du personnel de soutien qui permet d'avoir plus d'encadrement, plus de soutien. Il y a aussi des résidences qui vont être, on peut appeler ça des fois des unités prothétiques. Là, c'est vraiment pour des gens en perte cognitive plus avancée qui ont besoin d'un milieu codé, qui sont à risque d'errance, à risque de fugue. Il y a aussi des unités de soins qui sont plus physiques. C'est un petit peu plus rare au privé, je vous dirais, mais là, c'est pour des gens qui ne sont pas capables de se mobiliser. Puis on a besoin d'élèves personnes. Et là, ça, ce n'est pas toutes les résidences qui sont équipées d'équipements comme ça. Il y a aussi des CHSLD privés qui existent. En Estrie, on n'en a pas, des CHSLD privés. On a par contre, je vous dirais, 2 résidences qui sont considérées comme des résidences, mais qui vont offrir à peu près le même niveau de soins qu'un CHSLD privé. Mais on n'a pas à proprement dit là, sur notre territoire. On connaît plusieurs sur le territoire de Montréal, mais nous, ici, on n'a pas ça là, en Estrie. Plusieurs, c'est un grand mot. Il y en a plusieurs qui ont été achetés par le gouvernement. Fait qu'on a perdu. Avant ça, je n'avais comme 10. Maintenant, il y en a peut-être 2. Moi, ça a baissé. Ça a baissé énormément. Là, ce qu'on veut vous démontrer à travers cette diapositive-ci, c'est un coût moyen
Donc, c'est pas fixé dans le béton. On a regardé, jusqu'à faire l'exercice de regarder les prix moyens des chambres et des appartements. Quand on parle d'une chambre et pension, donc on n'oublie pas que c'est les 3 repas, ménage, lavage qui est compris. Il y en a qui vont inclure aussi la distribution des médicaments. Dans les résidences, en fait, une chambre, on peut parler d'à peu près 1500 à 1900 en moyenne. C'est plus ou moins peut-être un 200, 300 $. Dans les studios, 1,5 pièce. Donc, c'est comme si vous aviez votre loft. On va le prendre comme ça. Et on a tout dans la même pièce, avec une salle de bain privée. Et là, il peut y avoir l'espace, une petite cuisinière, un frigidaire pour que les gens puissent, à la base, se cuisiner peut-être 1 repas par jour, 2 repas par jour. Mais souvent, quand on est dans un studio, les personnes vont choisir d'aller à la salle à manger pour 1 repas par jour comme tel. Donc, ça va venir s'ajouter, mais 1,5 pièce, ça va varier entre 1300 et 1900. Je dirais tout le temps, la colonne la plus élevée, ça va être la résidence la plus récente, souvent. Donc, quand c'est plus récent, ben, les matériaux ont coûté plus cher, la main-d'œuvre a coûté plus cher, donc le loyer est plus élevé aussi. Les 2,5, en moyenne, on parle de 1500 à 1800. Ensuite, les 3,5, en moyenne, de 1600 à 2300. C'est toujours des montants avant crédit d'impôt. Parce que le crédit d'impôt est toujours variable de ce qu'on met dans notre bail et des services qui sont inclus dans le loyer. OK? Et également de votre revenu. On va en parler un petit peu plus loin. Les 4,5, bien, vous voyez la marge de 2000 à 3005, puis ça peut être encore plus élevé que ça aussi. Quand on est dans un hébergement puis qu'on ajoute des services avec des soins légers à la personne, on peut parler d'à peu près 3 000 à 6 000, tout dépendant du milieu de vie que vous choisissez. Et ça peut aller jusqu'à, je vous dis, à 6 000, si mettons, on ajoute 2 repas par jour, 3 repas par jour, le ménage, le lavage, la distribution de médicaments dans un appartement autonome, on va aller chercher dans ces tarifs-là. Et quand on parle d'hébergement avec soins avancés, Jessica disait, on n'a pas de CHSLD dans le secteur, mais il y a des résidences qui vont très loin. C'est sûr que plus on va loin dans les services, plus les tarifs augmentent également. Tu sais, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'accompagnement dans ses déplacements parce que l'équilibre est précaire. Donc, si on a un préposé qui accompagne pendant les déplacements, bien, ça vient augmenter la facture aussi. Donc, sachez, quand on va faire des visites, nous, notre rôle, là, quand on travaille avec nos familles, puis qu'on appelle les résidences pour vérifier les disponibilités, bien, on veut aussi avoir une idée de l'enveloppe budgétaire. Donc, on va dire, notre client a besoin de ça, 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 ça. Peux-tu me donner un aperçu? J'ai besoin de savoir si ça rentre dans l'enveloppe budgétaire de mon client. OK? Quand on fait notre qualification client, résidence, bien, c'est des secteurs qui sont pris en considération également. Puis, moi, là, on a marqué les prix avant déduction, là, avant crédit d'impôt. Mais je vous dirais, quand on fait, mettons, l'exercice, on va calculer le crédit d'impôt aussi pour vous donner une idée plus réaliste de ce que ça coûte. Puis on va aussi prendre le temps de détailler ce qui est inclus. Parce qu'on peut avoir 2 logements qui coûtent le même prix, mais on n'aura pas les mêmes inclusions. Fait que c'est sûr que quand on fait notre calcul budgétaire, si dans un, j'ai plus de téléphone à payer, puis d'Internet, puis de ci, de ça, puis dans l'autre, oui, bien, on va être le même prix, mon budget ne sera pas le même, là. Fait que nous, on va vraiment prendre le temps de décortiquer le prix, ce que ça comprend, vous faire le calcul du crédit d'impôt pour que vous ayez une idée nette, dans le fond, de ce que ça peut vous coûter. Parce que comme ça, avec juste les prix bruts, c'est un peu plus difficile de se retrouver, là. Ça peut, quand on regarde les chiffres, des fois, ça fait reculer. J'ai vu des gens reculer quand ils ont dit les chiffres. Il faut être conscient de ces chiffres-là. Puis là, des fois, on dit, OK, j'ai-tu réellement les moyens? Fait que là, des fois, on peut combiner. Tu sais, si on est dans une résidence plus autonome, bien, on peut prendre certains services à la carte de la résidence et on peut aller aussi demander une contribution, bien, tu sais, avec le CLSC. On peut avoir des services du CLSC. On a tous payé des impôts. Donc, on peut obtenir les services qui sont associés au CLSC. C'est sûr que ça va en fonction de la main-d'œuvre du CLSC, s'ils sont surchargés, s'ils ont de la disponibilité ou pas, là. Mais ça peut être en ligne de compte. Mais je sais qu'à Mali, il y avait comme
de l'adéquation dans l'un et l'autre. Juste ce qui est important de savoir, par contre, oui, on peut obtenir des subventions de CLSC, on peut avoir de l'aide, mais ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Fait que si vous n'avez pas de travailleuse sociale ou de travailleurs sociaux, puis que vous sentez que la perte d'autonomie commence, c'est bon de déjà faire une demande au CLSC pour avoir un suivi parce que ça peut prendre plus d'1 an avant qu'on soit pris en charge. Si on n'a pas de TS au dossier, bien, il n'y en aura pas d'aide du CLSC. Et de ne pas, mais dans ça revient à ce que je disais tantôt, de ne pas attendre d'être toujours, dernière minute, de dire, ah là, je suis plus capable, j'ai besoin d'aide. Vous allez devoir attendre longtemps. Donc, d'être prévoyant dans vos choses, puis comme on dit, 1 an, là, des fois, même, ça peut être plus que ça, là. Fait que, vous sentez que ça commence à descendre un peu, sans être alarmiste, on appelle l'accueil psychosocial, on dit, écoute, j'aimerais savoir fait un dossier, blablabla. Puis éventuellement, au bout de plusieurs mois, là, vous allez avoir quelqu'un. Mais juste pour dire de ne pas attendre encore une fois, d'être rendu au point que là, vous avez besoin de quelqu'un demain matin, vous risquez d'attendre. On est trop d'avance. Trop d'avance, dans le fond, ce qu'on m'a expliqué, parce que le CLSC, dans le fond, vous allez avoir un dossier d'ouvert, dans le fond. Mais vous n'aurez pas de travailleur social nécessairement d'attitré. Par contre, le fait d'avoir le dossier ouvert, si en cours de route, il y a une modification dans votre situation, vous dites, hey, là, finalement, je suis tombée, j'ai mal quelque part, ça, vous rappelez puis vous faites une mise à jour de votre dossier. Fait que si là, votre situation est devenue plus urgente, vous allez peut-être remonter dans la file. Puis, ce que je dis des fois, je devrais dire ça, mais sans rien inventer comme bobo, je dirais de beurrer. Puis, ouais. Pas dire ah ben je suis encore capable, là, tu sais, ben non, ça va encore bien, là. Ouais, mais non, ça va. Et là, c'est vrai que vous allez vous retrouver en dessous. Fait qu'on dit ça commence à être difficile. Tu sais, je note des difficultés. Fait que là, ils vont vous prendre un petit peu plus au sérieux. Des fois, il y a une question d'orgueil aussi, tu sais, on n'aime pas admettre qu'on commence à avoir de la difficulté avec certaines tâches, avec certaines choses, mais dans votre intérêt, c'est de pas mettre ça en dessous du tapis et de penser que ça va se régler tout seul. Il faut en parler si vous avez des difficultés. Puis, éventuellement, il va y avoir quelqu'un d'attribué à votre dossier là, pour vous accompagner sur une plus longue période. C'est ça. Puis c'est vraiment important ce qu'on dit dans le sens que, tu sais, des fois, on va travailler avec des familles qui vont dire, ah, ben, ça va pas si vite que ça, mais quand ils se retrouvent tout seuls à faire les choses, c'est vraiment lourd pour eux, ne serait-ce que d'aller cuisiner. Parce qu'on n'a pas la faculté d'être debout longtemps, mais de préparer les repas, des fois, ça devient compliqué, puis il peut y avoir une désorganisation qui s'installe. Ici, on a mis quand même, tantôt je vous les ai énumérés, mais c'est bon d'avoir les choses qu'on peut avoir à payer en plus d'un loyer régulier. Tu sais, si on a besoin de la distribution de médication, fait que les résidents vont calculer si on est dans l'autonome 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce qu'il faut lui y aller plus? Puis il y a une différence de prix sur le nombre de fois qu'on va le faire par jour. Il y a aussi, si on a besoin d'hygiène le matin, d'hygiène le soir, c'est des tarifs qui s'accumulent un et l'autre. Il y a, si on a un problème d'incontinence, est-ce que je suis capable de gérer ma culotte d'incontinence toute seule ou j'ai besoin d'assistance pour la gérer? Quand il y a un changement de culotte d'incontinence, naturellement, il y a un nettoyage aussi pour éviter les infections et les plaies. Donc, ça vient chiffrer. Le service à l'incontinence, c'est un des services qui monte quand même assez rapidement dans la facture. Fait que, tu sais, quand on a mis un 6 000 en moyenne, c'est comme si on avait mis tout ça, dans le fond, l'aide à la douche, l'aide à l'habillement, l'aide à l'hygiène partielle, l'aide à la gestion de culotte d'incontinence, l'aide aux médicaments, la supervision au niveau des rappels de quelqu'un qui a besoin de dire Claudine, c'est le temps de venir manger. Ah oui? Ah, je ne savais pas. Où la salle à manger? On va m'appeler. OK? Ça peut aller jusque-là aussi dans tous les frais. Fait que ça va vite. Là. Fait que c'est important, comme Jessica le disait, de se préparer à l'avance pour voir, OK, ça serait quoi l'éventualité des coûts, l'éventualité des délais et des services que j'ai besoin. C'est bon? Un CHSLD. Ça, nous, on est capable de dire, des fois, ils font des jokes à la télévision, puis les gens ont de la misère à dire les dettes. Donc, Centre hospitalier de soins de longue durée. Donc, c'est ça, le CHSLD, Centre hospitalier de soins de longue durée. Donc, c'est vraiment un centre où les gens ont besoin de supervision. Ça ne veut pas dire que c'est 1 pour 1, donc dans le sens que c'est une personne pour un employé. Non.
mais il y a quand même plus de supervision. Il y a du personnel à l'étage et ces personnes-là, dans le fond, qui vivent dans un CHSLD, c'est qu'ils ont besoin d'assistance. On peut avoir de l'assistance physique et on peut avoir de l'assistance pour des gens qui ont des pertes cognitives. Donc, en CHSLD, comme Jessica tantôt elle a illustré, ça c'est un rail qui est installé au plafond puis qu'on est capable d'avoir installé les personnes sur des lèvres-personnes puis pouvoir donner des soins à la personne ou des fois c'est un lèvre-personne aussi articulé que les gens vont utiliser. OK? Donc, c'est sûr que les établissements CHSLD, ils ont du personnel. Puis même, là, tu sais, au niveau des résidences, là, quand c'est une résidence certifiée, la plupart du temps, il y a du personnel aussi. C'est sûr que plus on est dans l'autonome, bien, ça se peut qu'il y ait moins de personnel, mais quand on va dans des chambres d'inpension, bien, souvent, à moins que ça soit une petite résidence familiale, il n'y aura pas d'infirmière attitrée, ça va être une infirmière du CLSC, mais il va y avoir des préposés. Donc, quand on va en résidence, c'est qu'il y a présence d'infirmières. Mettons qu'on va dans une résidence, mettons, je vous parle aujourd'hui, vous êtes tout le monde autonome, puis vous voulez aller en résidence, on va aller dans une résidence autonome. Il va y avoir la présence d'infirmières sur jour. S'ils ont une unité de vie, bien, il va y avoir des préposés aussi à l'unité de vie, mais les préposés, des fois, peuvent donner des petits services d'assistance dans les appartements. OK? Fait que, mais en CHSLD, c'est que ça se retrouve au même niveau. Et souvent, en CHSLD, c'est qu'on a un étage où tout se retrouve sur le même étage. Donc, la salle à manger, la petite salle d'activité, le personnel, les gens vivent dans cette unité de vie-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Comme on disait tantôt, ben, il y a 3 types de CHSLD. Il y a le CHSLD qui est géré par le gouvernement et avec la clientèle qui est référée par les travailleurs sociaux des CLSC hôpitaux. Donc, c'est le CHSLD public. Le bâtiment appartient au gouvernement. Exactement. Le bâtiment appartient au gouvernement. C'est ce qui fait la différence entre les CHSLD privés conventionnés. Donc, le privé conventionné, ça peut faire partie de mes 8 CHSLD privés que j'ai à Montréal qui sont rendus conventionnés parce que le gouvernement a acheté les lits et tous les lits maintenant sont gérés par les travailleurs sociaux des CLSC et hôpitaux. Sauf que ce sont des propriétaires privés qui ont la bâtisse et qui gèrent la bâtisse. OK? Et le CHSLD privé, bien, vous comprendrez que c'est 100% privé. C'est bon? Ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ressources intermédiaires. Peut-être juste la différence, qu'est-ce qui fait le déclencheur dans une RI versus la CHSLD? En fait, un peu comme je disais tout à l'heure, tu sais, la ressource intermédiaire, c'est souvent l'étape avant le CHSLD. Souvent, pour être admissible, ça va être en fonction de la cote SNAP et le ISO-SNAP qui est c'est vrai, autonomie fonctionnelle, mais la mesure. Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Donc, ça, c'est un test qui est fait généralement par la travailleuse sociale. Et c'est une note de 0 à 14. Donc, pour être éligible à un CHSLD, ça nous prend 10 exactement. Et pour la ressource intermédiaire, c'est 7, généralement. Et si on est en dessous de ça, qu'on dit, moi, je vais aller en ressource intermédiaire, ça ne passe pas. Il faut que vous ayez une note, un score, dans le fond, qui nécessite d'aller dans ce genre d'unité-là. Puis, comme Claudine le disait, c'est vraiment géré à ce moment-là par la travailleuse sociale qui va faire une demande d'accès dans le réseau d'hébergement. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on ne choisit pas où on va quand on tombe dans le public. Donc, une fois que la demande est faite, on ne peut pas dire, moi, je vais aller, exemple, à celui sur King West ou, tu sais, on peut dire nos préférences, mais généralement, ça va être le premier lit du bar qui va se libérer où on va aller, puis le territoire est quand même grand. Donc, puis c'est pas aussi, ça peut être long. Des fois, nous, on a des travailleurs sociaux qui nous appellent pour trouver des résidences privées en attendant que les gens aient leur place en ressources intermédiaires. Parce qu'on est rendu là, mais ils n'ont pas de place pour eux. Fait qu'on essaie de trouver, c'est pas quelque chose qui va convenir au mieux, mais ça reste, on dit qu'il est saturé. Le marché des résidences, c'est un peu la même chose au public. Là, ça roule, il y a beaucoup d'attentes et tout ça. Donc, c'est pas mal. Mais si on disait un ou 2 éléments qui vont faire en sorte qu'on n'est plus en ressources intermédiaires, où je vous ai vu, on n'est plus en ressources intermédiaires, mais qu'on doit aller en CHSLD. Moi, souvent, je vais demander, c'est quoi vos limites d'accueil? C'est quoi la limite de pouvoir garder quelqu'un avec vous?
Fait qu'on va vous dire si la personne, on a besoin de 2 personnes ou d'un lève-personne pour faire les transferts, là, ça dépasse. Si la personne, mettons qu'il y a des problèmes cognitifs, puis que la personne va entrer dans les chambres des autres en pensant que c'est sa chambre, puis elle va prendre les affaires des autres en pensant que c'est les siennes, là, c'est un dépassement de soins en ressources intermédiaires et on pourrait être acheminé vers un CHSLD. Donc, ça, c'est vraiment les 2 plus gros que je peux voir qui vont faire en sorte qu'on n'est plus en ressources intermédiaires, mais qu'on va en CHSLD. Madame? Maison des aînés, tu la classe dans quelle catégorie? C'est public. On peut la répéter la question. La maison des aînés, on la classe à quel niveau? C'est public? RI? CHSLD? C'est Ben, difficile ils peuvent d'avoir avoir des les deux. réponses, honnêtement, parce que, tu sais, moi, chaque fois que je parle aux travailleurs sociaux, même eux, la plupart à qui j'ai parlé, n'ont pas eu nécessairement beaucoup d'informations. Ils ne savent pas trop. Des fois, ils ont des clients, ils disent, oh, es-tu éligible, es-tu pas éligible? On C'est prend des pas, pages complètes de SSD pour les mettre là pour faire. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas tout pareil, tout dépendant justement de l'étage, là. Si je peux répondre avec Oui. micro. En fait, aussi dans les maisons des aînés, on fait des unités vraiment pour les gens en déficience physique. Donc, pour les gens aussi qui sont très jeunes, donc ça peut être des gens dans la trentaine, dans la vingtaine, donc qui ont des unités pour ces personnes-là. Mais oui, il y a beaucoup d'unités qui ressemblent en centre d'hébergement, effectivement, parce qu'il manquait de lits aussi. Ça serait un CHSLD, mais plus autonome que l'autre. Si ça se fait des CHSLD plus autonomes que d'autres, La maison des aînés, est-ce que ça ne serait pas un genre de CHSLD où on donne des soins à des gens qui ont besoin de soins, mais ils sont quand même un peu plus autonomes qu'on va trouver des j'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. Moi, personnellement, je ne connais pas les maisons des aînés parce que c'est un projet qui est relativement nouveau. Fait que je ne sais pas c'est quoi leur limite d'opération, d'accueil et tout. Je ne sais même pas c'est quoi leurs critères d'évaluation. Même nous, là, pour comprendre le jargon, entre guillemets, du public, ça nous a pris quelques années pour pouvoir bien vulgariser auprès de notre clientèle. T'sais, avant ça, on parlait en heures soins. Là, on nous disait, OK, en ressources intermédiaires, là, on peut accueillir des gens entre 1h30 et 3 heures soins. Savez-vous qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, entre 1h30 et 3 heures soins? Donc, on a fallu qu'on s'approprie leur jargon pour apprendre, OK, moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, puis Jessica aussi, on sait qu'1h30 soins par jour, on parle de quelqu'un qui a besoin de l'hygiène complète 1 fois par semaine, qui va avoir besoin de l'hygiène partielle matin et soir, et de l'habillement matin et soir, et quelques petits suivis, on va rentrer dans l'heure et demie. OK? Grosso modo. Nous, on le sait parce qu'à force d'accompagner des clients, c'est facile pour nous de dire, OK, tu sais, moi, mettons que je parle à madame, puis que là, on me décrit les besoins de la personne. En même temps qu'on me décrit les besoins de la personne, là, il se place résidence, 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 résidence. Ça se place tout seul. OK? Fait que là, il monte. Moi, je dis tout le temps, les bulles qui montent en premier, c'est souvent les bonnes bulles pour les clients. Fait que la plupart du temps, la première bulle qui est montée, ça arrive très souvent. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, là, mais je pense que je peux dire à 90%, la première bulle qui est montée dans ma tête, c'est le choix de la famille. Je sais pas toi, là, Ben mais... oui, parce que, tu sais, justement, on les connaît bien, fait que c'est facile d'éliminer les endroits qu'on sait qu'ils font pas, puis parce que, tu sais, la résidence, autant on vous a décrit un peu sur théoriquement. Ça comprend ci, ça comprend ça, il y a ci, il y a ça, ça va coûter ci, ça va coûter ça. Mais on connaît un petit peu aussi les personnalités des résidences, l'ambiance. Tu sais, chaque résidence est différente, c'est pas le même type de clientèle. Fait que quand on rencontre les gens, des fois, juste avec la personnalité, ses intérêts, on sait que, oh ouais, là, il me semble que je le verrais là parce que j'ai vu d'autres madames avec les mêmes intérêts, j'ai vu ça. Fait il y a ça aussi dans nos choix. C'est pas juste la théorie, c'est en termes vraiment de milieu de vie. Est-ce que la personne va se sentir bien? Est-ce que, tu sais, fait que puis les visites, dans le fond, sont très importantes pour ça, pour que la personne ait son ressenti. T'sais, même si on vous arrive, hey, ça, là, c'est parfait, ça correspond à tous vos besoins, je suis dans votre budget, c'est dans votre secteur, c'est parfait. Vous rentrez là, vous n'aimez pas l'ambiance, le match ne sera pas bon, là. Fait que c'est pour ça qu'on va se fier aussi beaucoup à la personnalité de la personne quand on fait nos rencontres, c'est tout pour nous aider à cibler. Puis comme tu dis, ben, c'est ça, des fois, déjà en parlant, c'est comme, oh, ouais, oh oui, c'est vrai, oh oui, de plus en plus, on dit, oh oui, ça serait vraiment ça. Puis c'est pas rare, souvent, c'est ça. Première, deuxième résidence qu'on va proposer, c'est souvent ceux-là qui sont sélectionnés.
Je te laisse aller avec le crédit d'impôt. Bon, le fameux crédit d'impôt pour maintien à domicile, beaucoup de gens pensent qu'ils ont droit seulement s'ils vivent en résidence. C'est faux. Vous y avez droit aussi si vous êtes chez vous dans votre domicile. C'est juste que les critères sont peut-être un petit peu différents. Donc, le premier critère à savoir pour être éligible à ça, c'est d'avoir 70 ans et plus. Donc, vous avez 65 ans, vous êtes super hypothéqué au niveau de la santé, vous n'y aurez pas plus droit. C'est vraiment 70 ans et plus. Ensuite de ça, là, ici, c'est indiqué qui est versé mensuellement. Quand on est en résidence, généralement, ça va être versé à tous les mois. La résidence va vous faire signer l'autorisation, dans le fond, de compléter la demande auprès du gouvernement. Puis, on demande à ce que le crédit soit versé à tous les mois. Donc, normalement, le premier du mois, la résidence va vous prélever le montant total dans votre compte. Puis, le jour ouvrable avant ou à peu près, vous allez avoir votre crédit d'impôt déposé dans votre compte. Si vous êtes à la maison, généralement, là, le crédit, les gens vont l'obtenir en fin d'année en faisant leur rapport d'impôt, vont mettre le reçu, tout ça, puis ils vont recevoir ça au rapport d'impôt, mais c'est quand même possible de l'avoir à tous les mois. Exemple, la popote roulante ici. C'est admissible au crédit d'impôt. Fait que si vous recevez ça toutes les semaines, à tous les mois, vous pourriez demander le crédit mensuellement au lieu d'avoir seulement à la fin d'année. C'est juste un peu plus de paperasse à compléter, là, mais vous pourriez le recevoir. Donc, souvent, ce qui va être admissible en logement ou en maison, la popote roulante, ça passe, mais pas les services de traiteur. Si vous faites venir le restaurant, ça ne marche pas, ça prend la popote roulante. Tout ce qui est entretien de votre terrain, il y a des neigeurs, la pelouse, les mondages, tout ça, c'est des factures qui peuvent être remboursées en partie. La préparation des repas. Si vous faites venir quelqu'un qui prépare vos repas, évidemment, ça prend des reçus. Là. Si vous n'avez pas de reçus, vous ne pouvez pas rien réclamer. Mais le travail de la personne va pouvoir être éligible, mais pas la facture de la nourriture. Ce n'est pas la portion de l'épicerie. Même chose pour la femme de ménage. Les produits d'entretien ne passeront pas dans les factures, mais ce que la femme de ménage vous facture avec le reçu, ça, vous pouvez avoir une petite compensation pour ça. Puis, en fait, au niveau du syndicat 2 statut reconnu, On parler en fonction du loyer de base des services utilisés, parce que, tu sais, dans les résidences. ben moi, je l'aurais comme combiné après. OK, vas-y. Dans le fond, c'est ça. On a 2 statuts possibles, autonome ou non autonome. Ce qui est important de savoir, c'est que même si on a un statut non autonome, ça n'impacte en rien d'autres sphères de notre vie. Fait qu'on a des clients, des fois, ils ont encore un permis de conduire, mais ils ont un statut non autonome parce que dans leur quotidien, ils ont besoin d'aide, exemple, pour la préparation des repas, la gestion, peu importe. En fait, c'est que ça prend un médecin pour signer le formulaire. Puis ce que ça dit, c'est que c'est ça, de façon permanente et continue, vous avez besoin d'assistance. Puis là, votre médecin, s'il signe ça, c'est que là, vous allez recevoir un peu plus à chaque mois. Le pourcentage va être augmenté. Puis ce qui va faire en sorte que vous allez recevoir un crédit. Dans le fond, si vous êtes en résidence, on a par exemple notre loyer de base avec les services rajoutés, mais ça va être en fonction aussi des services offerts par la résidence. Donc, je donne un exemple. Si j'ai une résidence que l'infirmière, elle est là du lundi au vendredi, du 9 à 5, mais qu'elle n'est pas là la fin de semaine, on ne pourra pas avoir le pourcentage associé à la présence de l'infirmière parce que le gouvernement exige la présence 7 jours par semaine, 3 heures par jour pour pouvoir le cocher. Donc, des fois, vous pourriez vous faire 2 soumissions d'une résidence différente qui ont le même prix de base, mais que vous n'avez pas le même crédit d'impôt. Ben, c'est peut-être à cause de quelque chose comme ça. Sinon, il y a des résidences, des fois, si vous dites, moi, je suis encore capable de faire mon lavage, tout ça, mais que la résidence vous offre, par exemple, le lavage de vos draps et serviettes à toutes les semaines, vous allez avoir droit à un crédit d'impôt supplémentaire parce qu'on a un service de plus de cocher. Donc, ça, nous, quand on est vraiment en fonction d'un cas particulier, on va prendre le temps de vous l'expliquer, là, mais le montant du crédit d'impôt, tout ça pour dire qu'il va varier en fonction de ce qui est coché dans le formulaire de demande, de ce qui est offert à la résidence, des services qu'on prend. Puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est comme hier, justement, une dame, elle me dit, ben là, le gouvernement s'est rendu qu'il paye 38 ça veut dire j'en vais 38 mettons, du 2 000 par mois que ça me coûte. Non, c'est pas 38 du montant total, c'est 38 de la portion service, dans le fond. Mais ça, comme je dis, on prend le temps de vous le décortiquer là, en fonction de chaque soumission que vous recevez. On prend le temps de vous décortiquer votre crédit d'impôt pour vous dire vraiment ce à quoi vous avez droit. Vous avez autre chose à... Mais même aussi, quand on visite auprès des résidences, souvent les résidences, les conseillers en location vont faire la soumission.
avec le crédit d'impôt également. Et nous, moi, je m'amuse à faire des tests avec le conseiller ou la conseillère. Je le fais de mon côté, qu'on arrive au même montant. Je dis, yes, on a réussi. Mais, tu sais, dans le fond, c'est vraiment en tenant compte du loyer et de tous les services qui sont inclus dans la résidence. Mettons que vous allez, par exemple, on a nommé le VU tantôt. Si on va au vivre au VU, il y a présence de préposés, d'infirmières, OK? Même si je vis dans un appartement autonome et que je n'ai pas besoin de ces services-là, bien, le crédit d'impôt, on va les cocher parce qu'ils font partie de la résidence. C'est ça qu'on veut dire, les services offerts par la résidence, même si je ne les utilise pas. Ça, c'est vraiment des beaux exemples, là, avec préposés et infirmières. Je peux vivre dans mon appartement, je n'ai pas besoin d'eux autres, mais le gouvernement va considérer que ces services-là sont là, fait qu'il nous donne le crédit d'impôt en fonction de ça. Fait que je trouvais que c'est un bel exemple à vous donner. En fait, je vais vous expliquer de quelle façon on va travailler nos demandes avec les clients. Donc, on reçoit soit un appel des clients directement, ou soit un appel des travailleurs sociaux, ou soit un appel de la famille. OK? Ça peut être fils, fille, ami, frère, sœur. Maintenant, je travaille avec une mère qui cherche pour son fils. Donc, on a ça aussi. Donc, ça peut être des gens qui nous appellent ou l'équipe santé qui nous appelle. Quand on reçoit la demande, c'est reçu habituellement par le bureau, à moins que ce soit quelqu'un qui me connaisse et qui m'appelle directement. Je peux recevoir des demandes directement aussi. Tout le monde, on peut recevoir des demandes directement. Et avec ça, en fait, quand on reçoit la demande au bureau, ben, les filles au bureau ou l'équipe au bureau va préparer une demande qui nous est assignée à nous. Après ça, on va contacter la personne ressource et il va y avoir une rencontre avec le client et sa famille. C'est sûr que quand je rencontre des personnes âgées, ben, je préfère qu'ils soient accompagnés avec quelqu'un. Parce que des fois, la nervosité, le stress, bon, qu'est-ce qu'elle m'a dit, je m'en souviens plus, mais il y a quelqu'un qui est là qui peut dire, ah oui, maman, t'en souviens-tu? Claudine a dit telle affaire ou Jessica a dit telle affaire. Donc, c'est le fun d'avoir aussi quelqu'un de proche à la famille qui accompagne le parent parce que c'est sécurisant aussi. Une fois l'évaluation des besoins faite, donc quand on fait l'évaluation des besoins, on regarde l'état de santé, qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi les services qu'on aimerait, où est-ce que j'ai besoin d'assistance. On va regarder aussi le secteur recherché et on a besoin de savoir votre revenu. Moi, je demande vraiment pour me donner une idée vers quoi je vais m'orienter dans ma recherche. OK? Si vous me dites 1500 par mois, c'est certain que je ne peux pas aller vous présenter quelque chose à 4000 ou à 5000. OK? Donc, pour moi, c'est important de connaître le revenu. Souvent, je veux dire à mes clients, l'état de santé, elle ne changera pas. Au pire, ben, en améliorant, je veux dire, elle ne s'améliorera pas. Excusez-moi. Donc, l'état de santé ne s'améliorera pas. Donc, elle peut être stable puis diminuer avec le temps. Notre compte en banque, souvent, il ne change pas, hein, rendu l'âge qu'on est rendu. Fait que ce qui peut être un facteur qu'on va être plus ouvert, si on est ouvert à changer de secteur. Parce que des fois, on nous demande de regarder dans ce secteur-là précis, mais là, actuellement, il n'y en a pas qui répondent aux besoins dans ce secteur-là précis, il y en a là. OK? Fait que d'avoir l'ouverture, des fois, de changer de secteur dans un endroit qui va répondre à nos besoins. Fait que c'est vraiment le secteur qui, lui, est plus malléable que les deux autres conditions. OK? Donc, une fois qu'on a fait la collecte d'informations, moi j'appelle ça comme ça, donc d'aller chercher qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimez, quel type de personne vous êtes, quelles sont les activités que vous aimez faire si vous êtes autonome. Je vais aller jusqu'à demander, est-ce que vous préférez le soleil du matin ou le soleil de l'après-midi? Est-ce que vous aimez les hauteurs ou les... Tu sais, j'ai besoin de savoir vraiment ce qui vous anime. Parce que quand je vais faire ma demande à la résidence, ben, je vais demander, OK, madame, elle n'aime pas être en haut du quatrième, donc tu as du quatrième en descendant. Elle aimerait mieux être sur l'étage de service, mais souvent sur l'étage de service, il n'y a pas d'appartement. Il y a quelques exceptions, mais il y en a, la plupart du temps, c'est les services qui sont là. Fait que, tu sais, plus on pose de questions, plus on a une idée des besoins, plus après, ça aide au niveau de la recherche. Donc, une fois que la collecte d'informations est prise, on va compléter, nous, dans notre jargon, ce qu'on appelle un profil client.
Et on va aller contacter les résidences qu'on a ciblées pour voir, OK, Madame X, est-ce que vous avez un appartement ou une chambre ou un studio ou une disponibilité à l'unité de vie qui va correspondre aux besoins de mes clients? Si oui, je prends un rendez-vous. On envoie le profil client même aussi à la résidence parce qu'ils voient toutes les informations qu'on a collectées et on accompagne pendant les visites. Donc, c'est nous qui faisons le trait d'union entre le client et la résidence. C'est nous qui appelons pour prendre des rendez-vous, qui parlons de nos clients. On accompagne les clients au moment de la visite et on va aussi assister la plupart du temps au moment de la signature du bail. Fait qu'on est présent tout au long de l'accompagnement. Fait que là, je viens de vous décrire vraiment le processus qu'on suit chez Vis-à-vis pour accompagner les clients. Préciser, parce que ça m'est déjà arrivé, là, parce qu'on dit qu'on fait l'évaluation de vos besoins, mais on n'est pas des travailleuses sociales. Fait qu'on ne fait pas l'évaluation du SMART en tant que tel. On va se fier à, OK, moi, tu es un peu après le mur pour marcher, on va se fier à ce qu'on voit, à ce que vous nous dites aussi, mais on n'est pas là pour faire une évaluation formelle, là, sociale, là, effectivement. On n'a pas cette... on n'est pas formés pour ça. Là, on n'est pas travailleurs. On est conseillers en hébergement. Fait que, juste pour le préciser, parce que des fois, j'ai des familles qui s'attendent à ce que je débarque et que, tu sais, là, je fasse tout, je vérifie comment ils se lavent, comment ils passent. On va pas jusque-là. Fait que c'était juste une petite précision. Puis j'aime ça ta précision parce que ça m'amène à en faire une autre. Parce que dans la collecte d'informations, si on a les coordonnées de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes, physiothérapeutes, bien, on les prend et on va contacter ces personnes-là aussi pour s'assurer que la collecte d'informations qu'on a eue auprès de l'aîné ou de sa famille concorde aussi avec les évaluations des ergos, physio. Fait que, tu sais, notre but, là, c'est de donner l'heure juste à la résidence parce que la résidence, son but, c'est d'accueillir des gens qu'elle peut accueillir dans sa clientèle. Donc, on ne veut pas un déménagement pour déménager. On veut un déménagement pour que la cliente ou le client reste le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça que les résidences, ils veulent avoir le portrait le plus juste possible et nous, on veut donner le portrait le plus juste possible pour s'assurer que si on fait une démarche, c'est pas juste pour 6 mois puis qu'après on soit obligé de relocaliser. Dans des exceptions, ça peut arriver. Dans des exceptions. C'est pas on veut pas que ça arrive dans tous les dossiers. Oubliez ça, là, ça fonctionnera pas. On nous aimera pas. Oui. En parlant des déménagements, est-ce que ça serait possible en fait d'expliquer qu'est-ce qui se passe justement si la résidence, ça ne correspond plus à mon autonomie, si les soins en fait ne sont pas dans la résidence, qu'est-ce qui se passe quand on parle de dépassement du soin? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais en fait, il va y avoir un avis de dépassement de soins, comme tu viens de le dire. Donc, la résidence va remettre un document, là, généralement, qui dit pour telle raison, on n'est plus en mesure de s'occuper de la personne. Généralement, ils sont prévoyants, dans le sens qu'ils n'attendent pas de être capables de s'occuper de la personne et être obligés de la faire hospitaliser. Fait qu'ils vont être prévoyants, vont dire, regarde, on commence à être trop lourd, tout ça, donc il faut prévoir un plan B. Si vous quittez pour CHSLD, décès ou ne serait-ce qu'une autre RPA, mais juste plus évolutive, vous êtes quand même tenu 2 mois responsable du logement, mais du loyer de base. Ça veut dire que si vous n'êtes plus sur place, vous n'aurez pas à payer les soins que vous aviez, ça va être seulement la portion de loyer de base. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas changer 40 sous pour une pièce. Dans le sens que des fois, j'ai des gens qui sont en résidence, ils ont résilié leur bail avec 2 mois d'avis parce qu'ils quittaient en résidence. Là, ils disent, ah, ben là, mon ami est dans telle autre résidence, je veux changer. Là, le 2 mois ne s'applique pas parce que vous n'êtes pas en dépassement de soins. Vous allez juste changer 4,30 sous pour une pièce. Donc, la résidence, ça va être de négocier au pire. Peut-être qu'ils vont accepter de résilier votre bail. Mais légalement, ils ont le droit de vous obliger de le respecter jusqu'à la toute fin. Fait que ce 2 mois-là, il est valable seulement si votre état de santé nécessite que vous déménagiez. Cependant, si vous êtes dans votre logement avec un propriétaire régulier, là, c'est toujours le 60 jours qui s'applique. Donc, si vous résiliez votre bail pour aller dans une résidence, vous avez 60 jours d'avis à donner. Donc, on remet l'avis de résiliation, la preuve qu'on s'en va en résidence, évidemment. Avec la résidence, quand vous avez signé votre bail, va vous remettre un document qui certifie que vous allez vivre là. Et légalement, le propriétaire peut aussi exiger un papier du médecin. Moi, personnellement, ça n'a jamais été demandé. Là. Les propriétaires, d'habitude, comprennent la situation. Mais légalement, il pourrait vous exiger d'ajouter un papier du médecin pour dire que vous devez déménager en RPA.
Fait que ça, c'est vraiment ce 2 mois-là. Il y avait d'autres choses à préciser que ça. Pas mal ça. Peut-être d'autres questions? En dépassement de soins aussi, ce qui est important de savoir, tantôt je vous ai donné un exemple que j'ai aidé une cliente 5 fois dans son déménagement. Donc, c'est pas parce qu'on a aidé une fois qu'on a pu après. Fait que si, mettons, la situation change, que vous devez changer d'endroit ou que votre proche va changer d'endroit, n'hésitez pas à nous recontacter parce qu'on peut repartir le processus avec vous, avec la nouvelle étape de vie. OK? Louise, avec une question? Je disais, s'il y a des listes d'attente de 2 mois, franchement, ça va être coupé. Ben, On va ça répéter dépend. la question, Ben, pour les gens qui sont en ligne. Juste un Je me demandais si c'est des listes d'attente, comme vous dites, dans le pré-résidence. J'imagine que le 2 mois, c'est très rare qu'on a le payé. Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que le 2 mois, effectivement, si vous avez, mettons, un 3,5 en résidence, vous êtes en dépassement de soins, vous devez quitter. Si votre famille est capable de libérer rapidement le logement, puis que la résidence est capable de le relouer tout de suite, vous pouvez être libéré avant le 2 mois. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, dans le fond, 2 locataires pour le même logement de 2 baux différents. Donc, mais c'est sûr que des fois, on a des familles qui veulent le 2 mois, là. Ils n'ont pas le temps de se revirer de bord, vider tout ça, fait qu'ils le prennent. Mais si les proches disent, regarde, nous, à la fin du mois, c'est vidé, c'est réglé, tu peux le louer, ils peuvent être exemptés à ce moment-là plus rapidement du bail. Puis j'avais quelque chose que je voulais dire. Sur le conseil. C'est pas mal la fin. Oui, c'est ça. On est dans la période de questions. Est-ce que tu peux prendre le micro pour que les gens à la maison puissent entendre? Parce qu'on est en vidéoconférence aussi, on a des gens qui sont à la maison qui écoutent la conférence. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, qui connaissent? La caméra. En ce qui concerne le crédit d'impôt, supposons que moi et mon mari, on s'en va à Jus. Oui. Et le crédit d'impôt, est-ce qu'il est calculé sur les 2 salaires, les 2 rapports? Le revenu. Voilà, c'est chacun sur chaque revenu. Ben, en fait, si vous êtes considéré conjoint au niveau de l'impôt, ça va être le revenu total des deux. Ah. Dans le fond, le crédit d'impôt, jusqu'à 69 69 000 quelque chose, votre revenu n'impactera pas le montant auquel vous avez droit. Si votre revenu dépasse ce montant-là, ben là, ça va réduire par tranche de 3 par tranche de 10 000. Puis, l'autre chose, si jamais vous avez, là, on n'est plus sur la bonne diapo, mais si vous avez le statut non autonome, comme on disait tout à l'heure, il y a autonome, non autonome, là, le revenu est beaucoup moins important. Donc, si vous avez un statut autonome et que vous gagnez 100 000 par année, vous allez quand même avoir droit à un crédit d'impôt, mais si vous êtes autonome, vous n'y aurez peut-être pas droit. Ça veut dire que le crédit d'impôt est calculé sur le revenu des 2 personnes. Oui, vraiment les deux. Le montant de la tranche qu'on est rendu, 69 000. Exactement. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que c'est parce que vous dépassez le 69 000 que vous n'y aurez plus droit. C'est juste le montant qui va réduire un petit peu effectivement. Puis, tu sais, des fois, on a des gens qui sont en couple, mais qui n'habitent pas dans le même logement. Ça va être quand même le revenu conjoint qui va être considéré. C'est juste que dans la demande, on va spécifier que vous n'êtes pas dans le même logement. Ah, OK. Des fois, il y a des séparations involontaires. Exemple, un des deux quitte pour le public. Puis à ce moment-là, s'il y a une séparation involontaire, ça va être votre revenu à vous seulement qui va être pris en considération. OK, merci. D'autres questions? C'est certain c'est certain qu'on a un certain revenu là, dans le moment, là, mais on vend notre maison. C'est certain que le revenu, il remonte. Est-ce qu'ils tiennent compte de tout l'argent que tu peux avoir? Il faut peut-être plus rien. Je sais Ben, pas. en fait, c'est sûr que l'année où vos revenus vont être beaucoup plus élevés, cette année-là, vous allez. Ben, je veux dire, la maison, on va la mettre, je sais pas, moi, en quelque chose, là, chez nous, je sais pas quoi, là. Ben, ça affecte quoi exactement? Mais c'est qu'à chaque année, le crédit d'impôt va être calculé en fonction de votre revenu, tu sais, de l'année d'avant. Fait que c'est sûr que si vous avez retiré justement la vente de votre maison, des intérêts quelconques, ça se peut, là, cette année-là, votre crédit d'impôt soit coupé ou en tout cas qu'il soit réduit
Mais l'année d'après, si vos revenus reviennent à la normale, parce que vous ne vendrez pas votre maison à chaque année, là, vous allez revenir avec vos revenus initiaux, là, à ce moment-là. Il y avait une autre question. Oui, ben, les cadres des brochages en deux, c'est plus simple. Merci pour l'information. Dans les RPA, est-ce qu'il y a beaucoup de résidences qui permettent des animal company, surtout les chiens? Les chiens, ça va être principalement 15 livres et moins quand ils sont acceptés. Souvent aussi, ils n'ont pas le droit d'être par terre dans les aires communes, fait que ça vous prend une poussette pour les traîner dans votre bras, dans vos bras. Les chats sont un peu plus faciles à faire accepter que les chiens. À peine 20% des Ah oui, puis de plus en plus, c'est difficile. Il y a de moins en moins de résidences qui en acceptent. Souvent, ceux qui vont en accepter, c'est seulement dans les appartements autonomes. Donc, dès qu'on tombe sur une unité de soins, là, c'est pas possible. Chambre et pension, des fois, le chat, on dit, écoute, il est bien tranquille, puis si on paye tannant, tu sais, mais c'est rendu là, c'est vraiment du cas par cas, quasiment, je dirais. Souvent, les résidences qu'ils vont faire, c'est ils vont dire, OK, on va le tolérer. Ça ne sera pas indiqué sur votre bail que l'animal est accepté, parce qu'ils veulent se réserver le droit de l'exclure si jamais vous n'êtes plus en mesure d'en prendre soin. Mais c'est compliqué. Les animaux, honnêtement, je ne dis pas que c'est impossible, là, mais c'est difficile. Même chose pour les fumeurs. Ça m'amène à parler des fumeurs. Les résidences où vous avez le droit de fumer dans votre logement, je pense qu'on en a 3 à Sherbrooke. Sinon, certaines, vous allez avoir un fumoir à l'intérieur, mais la majorité, c'est à 9 pieds du bâtiment. Donc, il faut être conscient de ça. OK, merci. Attendez, le micro. Moi, c'est juste par curiosité, je voulais savoir, on demeurait dans le Haut-Saint-François, puis ma mère a été obligée d'aller rester dans un CHSLD, mais on ne pouvait pas l'emmener à Sherbrooke, il fallait qu'elle reste dans son secteur. Au public. Oui, bien ça, on peut en parler, les transferts de région. Au public. Au public. Dans le fond, c'est ça, le votre mère quittait pour une résidence publique. À ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, quand il y a une demande d'accès au réseau d'hébergement, ça ne se fait pas d'un secteur à l'autre pour rester dans notre SUS, c'est SUS qui gère ça. Si, ça se fait dans le fond une demande interrégion, mais ce qu'on m'a toujours dit, c'est que la personne a le temps de mourir avant d'avoir une place parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est saturé, effectivement, fait qu'ils vont toujours privilégier les gens sur leur secteur. Fait que si on arrive avec quelqu'un de Montréal qui veut venir vivre à Sherbrooke, il ne sera jamais priorisé. Les autres vont toujours passer avant lui. Ce qu'on fait dans ce temps-là, si le cas n'est pas trop lourd, si on est capable, des fois, on va essayer de trouver une solution temporaire ou privée pour avoir une adresse dans le bon secteur. Puis là, on refait une demande d'accès au réseau d'hébergement. Mais ce n'est pas toujours possible. Si on arrive avec un cas qui est vraiment trop lourd, qu'on n'a pas le budget, qu'on serait capable d'avoir quelque chose, mais que ça coûte 8 000 par mois, puis qu'on ne l'a pas. Mais ça se fait généralement, c'est ça. Faut pas obtenir une adresse dans le secteur où on va aller. C'est plus facile. Fait que, si des fois, vous pourriez l'amener chez vous, par exemple, c'est temporairement, quand c'est possible, des fois, on l'amène chez nos parents, chez dans la famille. Mais encore là, si ça prend 1 an et qu'on n'est pas capable de garder notre proche 1 an, il faut en tenir compte. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aimerais savoir s'il y a plusieurs résidences qui sont pour les personnes à la même place, là, autonomes, semi-autonomes, puis avec des soins avancés. Ben, si on regarde les principales bannières, c'est qu'on a parlé du VU, anciennement le Sélection, le Renaissance, les Chartwell. Au niveau des appartements, c'est autonome, mais généralement, ces bâtisses-là ont une section unité de soins. Fait que dans le même bâtiment, on peut avoir différents degrés d'autonomie. Parfois, il y a des résidences de type chambre et pension qui ont aussi quelques logements. Donc, là, à ce moment-là, c'est sûr que les gens qui sont en appartement sont souvent un petit peu plus autonomes et ont la capacité de recevoir quand même des soins, comme ceux qui sont dans la section chambre et pension. Si on prend, par exemple, la résidence Soleil dans l'Est, bien, eux, ils ont 3 niveaux de soins différents dans la même résidence. Fait qu'on a l'autonome, semi-autonome et l'unité prothétique. Fait que oui, on peut des fois arriver dans une section, puis éventuellement, comme juste changer de section.
Puis c'est vrai, tantôt, c'est ça, j'avais un bémol que je voulais dire. Je suis plus du tout dans le contexte, là, c'est juste que ça vient de me revenir quand on a parlé d'unité prothétique. Quand on a une personne en fait cognitive, qu'elle quitte sa maison ou qu'elle quitte une résidence vers une autre, chaque déménagement va faire vivre une espèce de décompensation parce que là, on lui enlève tous ses repères. C'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes corridors, c'est plus les mêmes murs, c'est plus tout ça. Fait que des fois, on a des familles qui vont dire non, non, tu sais, mon parent, il est encore pas pire, mais nous, on sait que rendu dans son niveau mieux, on n'aura plus le même portrait. Fait que des fois, on est un peu confrontante ou réticente, dans le fond, à aller vers des fois ce que les familles nous demandent parce qu'on sait que ça ne rendra pas service à personne, tu sais. Si déjà, on sait que crime, c'est une grosse étape à déménager, puis dans 6 mois, il faut la redéménager parce qu'elle va être trop mêlée, on va quand même viser une coche au-dessus tout de suite pour lui permettre de ne pas être en dépassement de soins trop rapidement. Je m'excuse, ça avait plus rapport, c'est juste que je voulais le mentionner parce qu'on oublie que de déménager, c'est plus le même portrait après. Là. Ils sont trop perdus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller. Est-ce que les couples sont acceptés? Un des deux est très malade, puis l'autre est correct, lui. Ça fait quoi? De moins en moins facile, je vous dirais. Avant ça, je n'avais pas de misère à aller dans des appartements tant qu'on avait un des deux qui était là, solide pour prendre soin de l'autre. Maintenant, ce qui arrive, je veux le vulgariser comme il faut, mais que quand les gens, des fois, les résidences avaient des gens en dépassement de soins, des fois, ça arrivait qu'ils se retrouvaient à l'hôpital. Parce que là, la résidence n'était plus capable de s'en occuper. Maintenant, les hôpitaux, ils ne veulent plus ça. Fait que c'est genre, on vous retourne chez vous, puis arrangez-vous avec la personne en dépassement de soins. Fait que dans les cas comme ça, un couple, j'ai des résidences maintenant qui n'en veulent plus parce qu'ils disent si la personne en bonne santé est hospitalisée, elle doit subir une chirurgie, on ne veut pas être pris avec la personne qui n'est pas autonome. Fait qu'on a beau arriver et dire on a des plans B, s'il arrive quelque chose, la personne va s'en aller en convalescence, on a la famille d'impliquer. Il y a certaines résidences maintenant qui sont très réticentes là, parce qu'ils ne veulent pas rester pris avec l'aîné qui est pas autonome. Mais dans certaines situations aussi, comme là, je travaille avec un couple où monsieur a besoin de beaucoup de soins parce qu'elle a la sclérose latérale amyotrophique. Là, je fais ça parce qu'on devient un petit peu du spaghetti. Puis madame est très autonome. Donc, en fait, ce que je suis en train de regarder, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que monsieur a besoin de beaucoup de soins à tel point que madame, actuellement proche aidante, ne peut plus subvenir à ses besoins. Donc, ça devient lourd pour elle. Donc, je lui ai mentionné que je vais regarder un endroit où monsieur pourrait recevoir ses services dans l'unité de vie, puis elle pourrait avoir un plus petit appartement dans la même résidence, ce qui fait que les deux pourraient passer leur temps commun ensemble, les repas, l'après-midi au salon, écouter la télévision, des choses comme ça. Donc, ça leur permet chacun de pouvoir partager des moments communs, mais en même temps, pour monsieur de recevoir ses soins dans son intimité, puis madame de pouvoir récupérer chez elle. Fait on peut aussi regarder des choses comme ça. Les coûts sont différents. Les coûts sont différents, naturellement. On va regarder pour un studio ou un 3,5 pour madame, plus l'unité de vie pour monsieur. Je lui ai déjà donné les aperçus de prix pour monsieur, puis pour elle aussi. Dans sa condition, elle pouvait se le permettre, heureusement. Mais sinon, ben là, sa façon de s'orienter, c'est soit qu'elle regarde uniquement pour monsieur, puis elle continue à demeurer où elle est, puis elle va le visiter. Donc, dans un milieu privé ou encore là dans un milieu public. Fait que, c'est vraiment, on fait vraiment l'éventail de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux, dans le fond. Ben moi, je voulais juste savoir, Fleury-Bois, c'est considéré comme public. C'est une ressource intermédiaire publique. La dame voulait savoir si la résidence Fleury-Bois était publique ou privée. C'est une ressource intermédiaire publique. Mais c'est partenariat public-privé. Mais n'en demeure pas moins que c'est les CLSC des hôpitaux. Pour cette résidence-là, c'est quand même des références du secteur public, donc les travailleurs sociaux, des CLSC et hôpitaux. Même si moi, j'ai mon titre de travailleur social, là, je pourrais attacher au ministère de la Santé. Donc, je ne peux pas aller faire des références dans les publics. OK? Tandis que cet endroit-là, c'est vraiment des gens qui sont rattachés au CLSC
et hôpitaux qui peuvent faire des références à ces endroits-là, même si c'est un partenariat privé-public, là. Donc, c'est un propriétaire privé qui fait affaire avec le public, c'est la clientèle publique. Il y a des employés, infirmières, Oui, 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 ça, c'est eux autres qui gèrent leurs employés, ça. et tandis que les autres ont juste les préposés. Exact. C'est tout, on est Il y a quelques résidences à Sherbrooke qui sont des ressources intermédiaires publiques conventionnées, c'est-à-dire que le bâtiment il est privé, les lits sont gérés par le SUS, mais ça peut arriver des fois que le propriétaire se garde quelques lits au privé. Fait que là, l'ensemble de la bâtisse, c'est géré par le public, mais on peut avoir 3-4 chambres, 5-6 que le propriétaire s'est gardé. Mais ça, je vous dirais, c'est une question de timing. Parce que ça roule quand même beaucoup, il s'est limité. Fait que si on veut une place au privé dans une ressource intermédiaire comme ça, c'est une question de timing. Là. Parce que souvent, quand on est rendu là, on a beau se mettre sur une liste d'attente. Souvent, quand on est appelé, on s'est trouvé d'autres choses parce que le besoin était urgent ou fait que moi, personnellement, c'est jamais arrivé que j'accompagne. Je suis déjà allée visiter, mais j'ai pas pu accompagner parce que ça donne jamais, là. C'est que qu'on accepte, c'est souvent quand même assez coûteux aussi, là. Ces lits-là, c'est souvent pas en bas de 4 000 $ par mois, là. Fait que, faut pas être capable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, il n'y avait pas d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions en ligne. Merci beaucoup. Allez-y, dernière question. J'arrive. On a vécu une situation, il n'y a pas tellement longtemps, où on avait un couple d'amis, le monsieur souffrait d'Alzheimer, et puis éventuellement, il a été placé dans un CLSC. CLSC, là, je comprends. Et puis, madame ne l'a pas suivi. Est-ce qu'elle aurait pu suivre, aller dans le même appartement? Si elle est autonome, non. Elle était autonome. Comme on disait, il faut avoir une cote de 10 sur 14 sur notre évaluation d'autonomie fonctionnelle. Pas longtemps après, ben, elle a été obligée, elle aussi, d'aller dans une résidence. Alors, ça faisait 5 000 $ à un endroit, puis 3 000 à l'autre. Mais le public, ça, on peut pas vous dire combien ça coûte au niveau du public parce que c'est en fonction de vos revenus. Fait que, C'était public. mais c'est sûr que quelqu'un qui a des sous, ça coûte très cher au public parce qu'ils prennent tout ce qu'on a. Quelqu'un qui n'a pas de sous, ben, c'est avantageux parce qu'il va avoir droit aux mêmes soins que quelqu'un qui a beaucoup de budget. Mais on peut pas savoir combien ça va coûter au public. C'est sûr que là, dans un cas comme ça, si elle avait comme 7 000 $ par mois de budget, tout dépendant du niveau de monsieur, il aurait peut-être pu être relocalisé ensemble au privé. En faisant des démarches, en essayant de voir, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr que des gens, Alzheimer, on est capable de les loger au privé. Là. Il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne, mais ça dépend toujours de la. C'est comme on a parlé tantôt, les errances intrusives, c'est rentrer dans la chambre des gens, ça au privé, c'est bien difficile parce que ça rend tous les autres résidents anxieux et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une limite d'accueil. Parce que des fois, on a des gens extrêmement assez avancés quand même, qui sont encore au privé parce qu'ils sont bien tranquilles, ils ne cherchent pas à s'en aller, ils ont leur petite routine, ils collaborent aux soins. Fait que des fois, ces gens-là, ils n'ont jamais besoin d'aller au public, là. Parce qu'ils cadrent encore dans leur milieu, surtout si ça fait longtemps qu'ils sont là, ça devient comme leur maison, puis ça va bien. Mais si on a vraiment un problème de comportement, trouble d'errance et tout ça, ben là, malheureusement, le privé, c'est plus difficile. L'agressivité, mettons, on a des personnes qui ont de l'agressivité verbale ou physique. Ça peut être aussi une limite de dépassement au niveau du privé. Donc, là, à ce moment-là, c'est vraiment au niveau du public qu'il va y avoir une relocalisation. Mais merci beaucoup, Jessica et Evelyne. C'était très intéressant. Puis ce qu'on peut retenir, en fait, c'est qu'il y a des démarches qui sont importantes, qu'il y a des ressources qui existent pour nous accompagner, comme vous avez, puis aussi de laisser avec les travailleurs sociaux. Donc, n'hésitez pas à appeler pour avoir de l'accompagnement. Donc, merci. Merci à vous.